Bon, mais aujourd'hui, on a la chance d'accueillir donc Christophe Venet pour cette conférence sur la politique spatiale et surtout la place de l'Europe dans la politique spatiale. C'est un sujet qui nous intéresse toujours, hein, bien sûr. Juste quelques mots pour vous rappeler que Christophe donc est diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et il est titulaire d'un master en relations internationales. Il a été donc d'abord chercheur au sein de l'ESPI et puis au sein de l'IFRI. Puis il a publié effectivement beaucoup d'articles de politique spatiale. Il a été au ministère des Affaires étrangères comme chargé de mission espace, où il a participé donc à la mise en œuvre de la politique de la diplomatie économique pour le spatial. Il a siégé donc au conseil de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne. Ensuite, donc, une fois rentré au CNES comme conseiller espace à la représentation permanente de la France à Bruxelles, il a siégé donc au sein du groupe espace du Conseil de l'Union européenne. Voilà. Et donc maintenant directeur de l'Europe et de l'international au CNES. Donc une belle expérience dans le domaine de l'Europe spatiale. Donc on est vraiment heureux de l'accueillir aujourd'hui. Et puis je vais lui laisser la place, hein, vaut mieux. Allez, merci Christophe. Et puis tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci beaucoup à Geneviève et puis à la Cité de l'Espace aussi pour l'invitation. C'est toujours un moment à la fois passionnant et puis assez intimidant parce que la salle en elle-même est intimidante et puis je sais que le public est un public averti. Il y a quelques têtes connues déjà. Ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est une vision du spatial sous l'angle politique. Vous l'avez compris, j'ai un parcours qui n'est pas du tout le parcours classique, on va dire, dans le secteur spatial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a quand même une importance sur la manière dont je perçois les sujets et dont je vois les sujets. Donc je suis au CNES depuis plus de 10 ans. J'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance par mes camarades scientifiques et ingénieurs. Puisque vous en doutez, moi, ayant fait des études de sciences politiques, de relations internationales, je ne sais strictement rien faire de mes 10 doigts. Mais par contre, j'ai un parcours qui fait que j'ai vu le spatial sous l'angle institutionnel, sous l'angle politique. J'y ai travaillé un petit peu aussi quand j'étais chercheur dans une vie antérieure. Et puis, le fait de s'occuper des relations européennes et internationales au CNES, ça me donne aussi un poste d'observation privilégié de toutes les tendances et de toutes les dynamiques de fond qui sont à l'œuvre dans le spatial aujourd'hui. Donc mon propos, ça va être d'essayer de vous montrer quel est le positionnement de l'Europe dans toute cette dynamique, non pas en regardant de manière isolée l'Europe spatiale, son organisation, on en parlera un petit peu évidemment, mais en la plaçant dans le contexte plus large de toutes les dynamiques internationales. Et c'est pour ça que mon propos s'intégrera d'emblée dans une vision globale des dynamiques spatiales. Alors, je voudrais commencer ma présentation par le plan d'abord, parce que c'est toujours important d'avoir un plan. Voilà. Donc, comme vous le voyez, un plan d'une audace folle en 3 parties. Je vous rassure tout de suite, l'objectif, c'est pas de faire un cours d'histoire du spatial, puisque j'imagine que vous connaissez bien le sujet, mais de revoir un petit peu l'histoire du spatial sous un prisme particulier. Pourquoi un prisme particulier? Parce que je souhaiterais commencer ma présentation en tordant le cou à une idée reçue. On entend souvent que le spatial est un domaine à part. C'est un domaine à part qui serait un petit peu détaché de toutes les réalités terrestres, de toutes les turpitudes terrestres, en particulier des turpitudes politiques, parce que c'est un domaine qui serait animé par des valeurs d'humanité conjointes, par des valeurs de coopération, par des valeurs d'inspiration. Il y a une dimension inspirationnelle extrêmement forte dans les activités spatiales, la quête des origines, la quête de l'identité,
la compréhension de la Terre, et tout ça dans une optique extrêmement inclusive. Alors évidemment, il y a de ça dans le spatial, mais le constat, de mon point de vue, est faux. Le spatial, c'est un secteur politique comme un autre. Alors certes, quand on est dedans, on est totalement passionné, c'est mon cas, et donc on estime que c'est pas la même chose d'être dans le spatial que d'être dans le domaine de l'automobile ou dans le domaine de l'environnement ou que sais-je, mais pourtant, c'est un domaine politique comme un autre. Et à ce titre, le spatial n'est que le reflet, le miroir de toutes les dynamiques politiques terrestres, et notamment en matière de coopération internationale, en matière de dynamique internationale, le spatial n'a jamais été exempté des contraintes, des dynamiques, des opportunités de coopération qui existaient sur Terre. Et ça, je pense que c'est une idée extrêmement structurante et importante qui, d'une certaine manière, non pas banalise le spatial, mais permet d'analyser le spatial comme un secteur thématique ou politique comme un autre. Pourquoi je commence par la guerre froide? Parce que dès le début de la guerre froide, le spatial a été un élément éminemment politique. Je ne vous refais pas le cours sur l'outil de puissance et de sécurité, c'est le premier point important. Les origines du spatial, c'est avant tout dans une perspective de sécurité, de défense. Une fusée, c'est avant tout un missile balistique. Vous avez la photo des tristement célèbres V2. L'Union soviétique développe des lanceurs parce qu'elle a un retard stratégique dans le domaine des bombardiers nucléaires par rapport aux États-Unis. Donc c'est une manière de rattraper son retard. Alors évidemment, il y a une dimension scientifique. Tout le monde a en tête l'année géophysique internationale en 1958, la création d'une coopération scientifique entre les blocs. Mais pour autant, le principal déterminant du spatial à ses débuts, c'est une dimension militaire et donc éminemment politique. Et c'est le cas aussi pour les premiers satellites qui ont été notamment des satellites militaires dans les années 60. C'est aussi, pendant la guerre froide, un instrument de politique étrangère. Et avant d'être un instrument, je dirais, d'inspiration qui fait rêver avec des objectifs scientifiques, c'est un outil de politique étrangère. Et quand on regarde les textes aussi de création, notamment de la NASA aux États-Unis, alors en Union soviétique c'est particulier, mais aux États-Unis c'est le cas, on voit bien que la dimension scientifique, elle passe un petit peu au second plan, derrière des considérations stratégiques et notamment militaires. C'est un outil de politique étrangère avec dès le début, un binôme qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui entre des dynamiques de compétition et des dynamiques de coopération. Alors, des dynamiques de compétition, bien évidemment, entre blocs, donc l'Union soviétique d'un côté, les États-Unis de l'autre, la course à l'espace, avec toutes les étapes que vous connaissez bien. Vous avez là Valentina Tereshkova, première femme à être allée dans l'espace. J'avais mis Gagarine, mais la photo n'était pas libre de droit, mais ça revient au même, c'est une illustration similaire. Évidemment, Armstrong sur la Lune. Donc toutes les étapes d'abord de la course à l'espace, puis de la course à la Lune, s'inscrivent dans la compétition géopolitique intense entre les États-Unis et l'Union soviétique, et s'inscrivent aussi dans une période très particulière de la guerre froide, qui est la première partie de la guerre froide, entre la fin des années 40 et, disons, la fin des années 60 et le début des années 70, qui est une période d'affrontement extrêmement tendue, extrêmement aiguë, avec assez peu, finalement, d'espace de coopération entre les blocs. Et donc, le spatial, c'est non seulement un instrument militaire, un instrument au service de la dissuasion notamment, c'est aussi un instrument de prestige, bien évidemment. Et le prestige et la compétition politique marquée par le prestige est un marqueur important de la guerre froide et permet aussi de rassembler, de rallier les deux blocs concurrents autour des deux superpuissances. Et donc, cette notion de prestige, elle conduit aussi à des formes de coopération, d'abord au sein des blocs, avec tous notamment de manière assez emblématique, tous les vols habités
qui sont effectués par les Américains et les Soviétiques au profit de leurs alliés. Donc tous les astronautes, on a été, nous, Français, parmi les premiers à en profiter, des deux côtés d'ailleurs, et plus tard, dans les années 80-90, les Américains ont généralisé aussi ces programmes de vols habités conjoints avec leurs partenaires occidentaux. De la même manière, l'Union soviétique met en place le programme Intercosmos et fait voler des astronautes du bloc de l'Est. Le premier d'entre eux est un Tchèque, Vladimir Remek, en 1978. Et donc on voit bien qu'il y a une forme de coopération au sein des blocs, mais dans un but éminemment politique. Il y a aussi des coopérations qui sont possibles entre les blocs, mais là encore, qui correspondent à des périodes historiques très précises de la guerre froide, c'est-à-dire à la période de tensions intenses qui suit la Seconde Guerre mondiale et qui court jusqu'au début des années 70, succède la période de la détente, dans les années 70, marquée par un rapprochement entre l'Union soviétique et les États-Unis pour toute une série de facteurs, parce que les deux superpuissances comprennent que c'est dans leur intérêt aussi de coopérer, d'établir une sorte de cadre qui permet aussi une forme de stabilité dans les relations. Ça se traduit notamment par les traités de limitation d'armement, les traités SALT, plus tard les traités START. Et dans le spatial, ça se traduit de manière extrêmement symbolique, là encore, par la fameuse mission Apollo-Soyouz, dont vous voyez ici l'une des images emblématiques, en 1975, qui sera considérée aussi symboliquement comme l'apogée de la détente entre les deux blocs. Et ensuite, dans les années 80, jusqu'à la chute de l'Union soviétique, les relations entre les deux blocs se tendent à nouveau, notamment sous l'impulsion des Américains après l'élection de Reagan à la présidence au début des années 80. Reagan qui reprend une rhétorique extrêmement agressive contre l'Union soviétique, donc il y a une dimension politique symbolique, et Reagan aussi qui veut bousculer l'équilibre stratégique avec les soviétiques, notamment en lançant l'initiative de défense stratégique, plus souvent connue sous le nom de guerre des étoiles. Et c'est l'un des facteurs qui a contribué aussi à la fin de l'Union soviétique, l'un des nombreux facteurs qui a contribué à la fin de l'Union soviétique. Donc on voit bien que le spatial, même déjà à l'époque de la guerre froide, était marqué par ce couple et cette tension entre la compétition et la coopération, et que les phases de compétition et de coopération correspondaient assez exactement aux phases historiques plus globales de coopération ou de compétition entre les blocs et au sein des blocs. Cette dynamique, si la manette veut bien fonctionner, voilà. Cette dynamique avec un spatial vraiment reflet des dynamiques terrestres s'est évidemment prolongée à la fin de la guerre froide et a conduit ou va conduire au paysage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Juste un petit passage par la phase de transition qui a eu lieu entre la fin de la guerre froide et puis la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec, à la fin de la guerre froide, une libéralisation du secteur spatial, libéralisation qui se traduit de différentes manières, qui se traduit d'abord par une augmentation assez substantielle des activités commerciales dans le spatial, non pas qu'elles n'existaient pas, mais elles étaient totalement éclipsées par les considérations de politique nationale et de sécurité nationale pendant la guerre froide. Il y avait évidemment des activités scientifiques, mais il y avait assez peu d'activités commerciales. Si l'on accepte les activités pionnières qui ont été lancées en France, notamment en matière de services de lancement avec Ariane Espace et Ariane, et en matière d'observation de la Terre avec SPOT. Donc on a été, nous, Français, et en particulier le CNES, pionniers de la commercialisation de l'espace. Mais enfin, c'est après la fin de la guerre froide que cette montée en puissance des activités commerciales se met en place. C'est après la guerre froide aussi que le nombre d'acteurs étatiques qui s'intéressent et qui s'impliquent dans les questions spatiales croît de manière assez substantielle, puisque finalement, on avait un système qui était assez équilibré, mais en même temps assez figé pendant la guerre froide avec les deux blocs, qui ne laissait pas beaucoup d'espace d'expression à d'autres acteurs, à l'exception de l'Europe, mais qui a commencé à monter en puissance assez progressivement à partir des années 70. Et à la fin de la guerre froide, on note quand même une augmentation extrêmement importante du nombre d'États, soit qui ont des satellites, soit qui utilisent des données spatiales, soit qui s'intéressent au spatial. Et là encore,
toutes ces évolutions, toutes ces dynamiques, elles ne sont possibles que parce que la situation politique terrestre, l'état des relations internationales le permet. C'est une espèce de phase un petit peu euphorique, un moment libéral après la fin de la guerre froide, qui a été décrite de manière extrêmement forte et prophétique dans ce livre en particulier, Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme, qui s'est révélé être une thèse extrêmement intéressante mais fausse, thèse selon laquelle finalement on était arrivé à la fin de l'histoire, à la fin de la guerre froide, puisque inéluctablement le monde allait basculer de manière assez homogène dans la forme politique la plus représentative qui était la démocratie occidentale et libérale. Et donc tous les penseurs libéraux pensaient à cette époque-là qu'on allait aller vers une forme d'uniformisation du monde avec la fin de la chute de l'Union soviétique, les transitions démocratiques dans les pays de l'Est, les transitions démocratiques qu'on pensait advenir, y compris en Russie et dans l'ex-bloc soviétique, avec quelques petits îlots autoritaires qui subsistaient. On voit bien aujourd'hui, sans vouloir spoiler, comme on dit, la suite de ma présentation, que ce n'est pas tout à fait le monde dans lequel on vit. Mais en tout cas, là encore, on a une concordance assez parfaite entre la situation politique terrestre et puis les conséquences ou les potentialités offertes dans le spatial. Du coup, on en arrive à la situation d'aujourd'hui. Donc ça, c'était, si vous voulez, la mise en bouche, le prologue, l'introduction. Non pas, une fois de plus, pour vous faire un cours d'histoire, mais pour vous montrer qu'il y a une forme de continuité dans la perception du spatial. Et aujourd'hui, le spatial, comme je le disais, reflet des dynamiques terrestres, c'est un espace de compétition globale. Très clairement. Pourquoi ? Parce que, sans entrer dans des concepts très académiques ou théoriques, la structure du système international, telle qu'on l'analyse en politique internationale, repose sur un concept central qui s'appelle l'anarchie. Alors non pas l'anarchie au sens où on peut l'entendre la chienlit, comme disait le général, c'est pas dans le sens, je dirais, usuel ou commun, mais l'anarchie au sens du concept des relations internationales qui exprime le fait qu'au niveau international, il n'y a pas d'entité équivalente à l'État. Donc finalement, il n'y a pas d'autorité légitime d'utilisation de la violence, notamment au niveau international. Dans un État, vous avez un système extrêmement structuré, avec un État, enfin dans les États fonctionnels, qui détient le monopole légitime de la violence et qui permet donc de faire respecter la loi, d'imposer la loi, notamment dans les démocraties libérales. Et il n'y a pas de structure similaire au niveau international. Il y a bien eu des tentatives historiques, notamment les Nations Unies, avant ça la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, parce que c'est au moment de la Première Guerre mondiale qu'on a pris conscience de cette difficulté, je dirais, structurelle des relations internationales. Mais enfin, ces tentatives ont été assez vaines, puisque forcément, elles se heurtent assez vite aux réticences des États qui ne veulent pas remettre une part de leur souveraineté à des autorités internationales. Donc, on vit dans un système dit anarchique. Il n'y a pas de gouvernance mondiale, il n'y a pas d'État mondial. Et donc, la conséquence logique de ça, c'est que le bien le plus précieux pour les États, c'est leur sécurité, avant toute autre forme de considération. C'est la sécurité. Un État doit survivre. Il doit survivre parce qu'il est confronté au dilemme de sécurité. Comme il vit dans un environnement anarchique, les États ont naturellement tendance à augmenter leur niveau de sécurité, parce qu'ils ne sont pas certains de ce que feront leurs voisins. Alors évidemment, tout ça est très théorique, il y a évidemment des mécanismes de coopération, mais globalement, généralement, c'est comme ça que fonctionne le système international. En augmentant sa sécurité, par exemple en augmentant ses dépenses de sécurité, il contribue à ce système anarchique où finalement la prédominance de la sécurité est essentielle. Et il dégrade les conditions de sécurité au niveau international. Et donc on entre dans une forme de cercle vicieux où plus on cherche à se protéger du système dans lequel on vit, plus on augmente sa sécurité, et plus on augmente sa sécurité, plus ça a un effet délétère sur le système international.
Et ça, c'est globalement l'état du monde aujourd'hui. Et ça se traduit aussi dans le spatial, de manière assez nette, notamment au cours de la dernière décennie, des 10-15 dernières années. Ça se traduit d'abord par une augmentation des dépenses dans le spatial de défense, dans toutes les grandes puissances, parfois dans des proportions assez importantes. Ça se traduit par la centralité aussi du concept de sécurité et de défense dans les différentes stratégies nationales. Alors on pense tous évidemment aux États-Unis, on pense tous aux États-Unis aujourd'hui, mais avant même d'avoir le président qu'ils ont aujourd'hui, ils investissaient déjà de manière assez nette dans les questions de sécurité. Et le concept de space dominance qu'on entend parfois aujourd'hui et qui effraie tout le monde est un concept assez ancien, qui date de 10-15 ans et qui a survécu quelles que soient les administrations en poste aux États-Unis. Donc la centralité de la question de sécurité, elle se retrouve aussi dans le spatial, pour des raisons là aussi évidentes, parce que le spatial est un multiplicateur de force sur le plan de la sécurité. L'arrivée à maturité aussi d'applications dans le domaine de la défense, en observation de la Terre, en navigation, en télécommunication, en connectivité, fait que le spatial a une dimension de sécurité et de défense absolument essentielle, et que par effet rebond, c'est aussi une infrastructure critique d'une très grande vulnérabilité. Et donc, qui dit grande vulnérabilité, dit d'une part cible extrêmement attractive, notamment pour des États qui souhaiteraient pratiquer une dissuasion asymétrique, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément les moyens typiquement d'avoir la politique spatiale américaine et les moyens d'avoir une politique spatiale de défense à la hauteur de celle des États-Unis, mais qui peuvent mettre en place des stratégies asymétriques assez simples. On pense par exemple aux tirs anti-satellites qui ont été effectués par les Chinois, par les Indiens, par les Américains eux-mêmes aussi, par les Russes, qui sont aussi des marqueurs assez forts de ce que les questions de défense priment sur tout le reste. Donc, le spatial de défense occupe une place centrale aujourd'hui, à la fois dans la manière de conduire la guerre, mais aussi parce que le spatial est une infrastructure stratégique pour tout un tas d'activités. Là aussi, si demain on coupait l'accès à la constellation Galileo ou à la constellation GPS, si demain on coupait l'accès aux satellites de télécommunication, et d'ailleurs ça arrive dans certaines zones de conflit, et on l'a vu en Ukraine, ça entraînerait des dommages assez importants aussi pour les économies et les sociétés. Donc, ce paysage extrêmement conflictuel sur Terre se traduit dans l'espace. Et je disais que ça se traduit parfois de manière spectaculaire, parce qu'on pense souvent effectivement aux dépenses militaires américaines. On pense du coup par ricochet aux dépenses militaires chinoises, parce que les Chinois sont en train d'investir massivement aussi dans le spatial de défense. Alors on a très peu de visibilité sur les chiffres et les budgets spatiaux chinois, mais enfin on voit bien que les dynamiques, notamment en termes de développement technologique, sont là en Chine, dans une optique de compétition stratégique avec les États-Unis. Mais on a aussi assisté à une augmentation massive des dépenses de spatial militaire en Inde ou au Japon. Là encore, la situation s'explique de manière assez simple. Pour le Japon, la situation sécuritaire est absolument dramatique, parce qu'ils ont évidemment la Corée du Nord, mais aussi la Chine à portée de fusil, comme qui dirait. Et c'est l'illustration parfaite de ce qu'est le dilemme de sécurité. Pourquoi est-ce que le Japon, puissance pacifiste, avec un fondement pacifiste inscrit dans la Constitution, a commencé à développer le spatial de défense de manière exponentielle ces dernières années? Parce qu'il est confronté au dilemme de sécurité. Et parce qu'il ne peut pas être certain que la Corée du Nord et la Chine se tiendront quoi. Et d'ailleurs, les Coréens et les Chinois utilisent le spatial aussi pour des démonstrations de force. On pense à tous les survols, par exemple, de missiles balistiques coréens au-dessus du Japon. Et pour cette raison-là, le Japon s'est senti obligé d'investir dans le spatial de défense. Même chose en Inde. L'Inde, qui est l'une des plus anciennes puissances spatiales du monde, elle a commencé à utiliser les applications spatiales dès les années 60, parce qu'ils ont compris très très tôt l'intérêt des applications pour leur politique publique. Il n'y avait quasiment pas de composante de sécurité militaire ou de défense, et ils ont commencé à muscler cette composante-là récemment, parce qu'il y a des tensions évidemment avec le Pakistan, mais aussi avec la Chine. Et là encore, c'est juste le reflet de leur situation géopolitique
et puis de la tension sécuritaire qui pèse sur eux à cause de ces deux voisins. La conséquence de tout ça, c'est que la puissance et l'unité de mesure de base du système international, donc de tous les États dans le système international, et donc aussi dans le spatial. Et la puissance, elle se traduit de manière assez diverse dans le spatial. J'ai longuement parlé de la puissance militaire parce que c'est, disons, le facteur le plus, disons, immédiatement reconnaissable, en tout cas celui qui nous vient le premier à l'esprit. Il y a évidemment aussi une compétition économique. Je l'ai dit, l'augmentation des applications commerciales qui s'est faite à partir des années 90-2000, elle a aussi pris un tour particulier ces dernières années avec une compétition commerciale, industrielle, extrêmement marquée. On pense évidemment à SpaceX, parce que là encore, c'est l'emblème symbolique, parce que il y a une volonté aussi de monopole au sens économique du terme de la part de SpaceX et de Starlink. Mais il y a aussi une compétition effrénée avec d'autres acteurs. Nos industriels, par exemple, sont confrontés sur les marchés à l'exportation à des acteurs coréens, à des acteurs israéliens, à des acteurs européens, allemands, italiens, britanniques, à des acteurs canadiens, parce que cette compétition et la puissance du spatial se traduit aussi dans la compétition économique. Puissance technologique, bien évidemment aussi, parce que le spatial, ça reste un domaine d'innovation qui permet aussi de faire des sauts et des bonds technologiques. Et puis là encore, les exemples emblématiques des lanceurs réutilisables de SpaceX sont assez marquants. Alors ça va de pair avec la puissance économique, mais aussi avec la puissance politique et militaire, puisqu'on voit bien les liens qui existent aussi entre M. Musk et puis les autorités américaines. Le rôle qu'a pu jouer Starlink, par exemple, dans le conflit en Ukraine, en coupant ou en mettant à disposition ces terminaux Starlink pour les Ukrainiens et puis alors pour les Russes involontairement, on l'espère, récemment. Mais enfin, la puissance, qui est l'unité de base de la politique internationale, se traduit dans les relations spatiales de manière assez nette. Et puis enfin, on retrouve aussi les catégories que je décrivais au début de mon intervention qui prévalaient pendant la guerre froide. Il y a ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire l'utilisation du spatial comme un instrument symbolique de prospérité, de puissance, de diffusion des intérêts d'un État. Et évidemment, la dimension, je dirais, très brillante du spatial, entre guillemets, contribue à renforcer le prestige des États qui ont une puissance spatiale importante. Et c'est le cas quand on parle, par exemple, du vol habité, quand on parle de la course à la Lune, il y a cette dimension-là qui existe derrière. Quand vous parlez aux Indiens, ils vous expliquent, et quand vous parlez aux Chinois aussi d'ailleurs, ils vous expliquent que la raison principale pour laquelle ils développent des programmes de vol habité, c'est pas pour faire des expériences scientifiques, c'est pas pour développer des technologies, même si ça peut être, disons, des apports par ailleurs du vol habité, mais ils le font pour montrer leur poids, pour montrer leur prestige politique sur la scène internationale. Donc, la puissance, sous toutes ses acceptions, est l'unité de base des relations entre États et l'unité de base des relations entre puissances spatiales. Pour autant, parce que là je vous dresse un portrait quand même, un panorama qui n'est pas réjouissant, enfin en même temps vous lisez les journaux comme tout le monde, donc vous voyez bien que le monde dans lequel on vit n'est pas réjouissant, mais des espaces de coopération restent possibles, parce que évidemment, quand vous regardez autour de vous, vous voyez bien que cette description du système international comme étant basée uniquement sur l'anarchie, la compétition, les intérêts nationaux, ne correspond pas tout à fait à la réalité. On a des espaces de coopération dans un certain nombre de sujets, soit au niveau global, soit au niveau régional. Nous, en Europe, on est un exemple un petit peu atypique, puisqu'on est, par définition, une construction qui repose uniquement sur la coopération. Donc, on est un acteur un petit peu atypique dans le système international, mais je vais y venir quand je parlerai plus spécifiquement de l'Europe. Mais voilà, pour autant, des espaces de coopération restent possibles. Pourquoi ? Parce que la logique de base qui prévaut dans les coopérations, c'est-à-dire une logique coût-bénéfice, elle continue évidemment à rester valide, même dans un système dominé par l'anarchie. C'est-à-dire que les États, souvent, de manière générale, sont rationnels. Et ils voient bien que pour atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment pour mettre en œuvre des grandes missions scientifiques, par exemple, il est plus cohérent, il est plus plausible, il est plus pertinent de coopérer
que de le faire seul, parce que ça permet de mutualiser les ressources à tout point de vue, des ressources financières bien évidemment, des ressources technologiques, des ressources scientifiques, des ressources universitaires. Et donc, la coopération reste évidemment un axe important du spatial international aujourd'hui. Mais on voit bien que la coopération, elle n'est pas menée intrinsèquement. On ne coopère pas pour coopérer, ce n'est pas un but en soi. On le fait parce qu'on y trouve un intérêt et parce qu'il y a une rationalité propre à la coopération, qui est celle de mutualiser les coûts et les efforts. Et le deuxième point important, c'est que cette coopération, elle est quand même encadrée par des considérations de puissance et d'intérêt national. On ne coopère pas avec n'importe qui, on ne coopère pas sur n'importe quel sujet. On ne coopère pas n'importe qui parce que la coopération, elle se fait principalement par affinitaire. Et là, on retrouve encore les logiques que je décrivais en début de présentation qui prévalaient pendant la guerre froide. Vous avez là une illustration de ce qu'on appelle les accords Artemis, qui sont, alors on ne sait pas s'ils continueront à vivre ou pas sous l'administration actuelle, mais en tout cas, l'idée qu'il y avait derrière, c'était que les États-Unis prennent le leadership sur l'exploration lunaire en agrégeant toute une série d'États affinitaires. Et de l'autre côté, on a le bloc sino-russe qui a développé un projet concurrent qui s'appelle ILRS, d'établissement d'une station de recherche lunaire, mais dont le vrai objectif, l'objectif avoué, est en fait de proposer une alternative aux accords Artemis. Et donc on voit bien que cette logique de bloc et cette logique de puissance, elle prévaut aussi dans les coopérations. Et les États, en règle générale, qui coopèrent avec les États-Unis dans le cadre Artemis, ne coopèrent pas avec les Chinois et les Russes dans le cadre d'ILRS. À une exception près, que sont les Émirats, qui arrivent pour l'instant à maintenir cette espèce d'équilibre avec un pied, disons, dans les deux alliances, mais on n'est pas certain que ça dure parce qu'ils sont soumis à des pressions assez fortes, notamment de leurs partenaires américains. Et donc ça illustre bien aussi que la coopération est possible, mais dans un cadre extrêmement défini. Je parle des Émiriens, mais petite incise, il y a aussi une exception française d'une certaine manière. Et là encore, nous, Français, on coopère avec, bien sûr, les États-Unis, on coopère avec le Japon, mais on coopère aussi avec l'Inde et on coopère aussi avec la Chine. On est le seul pays dit occidental qui a une coopération structurante majeure avec la Chine. Une coopération scientifique, certes, mais une coopération structurante qui a mené à 2 missions qui sont d'ailleurs encore en activité, SVOM et CFOSAT, 2 missions scientifiques de très très bon niveau, au passage. Mais ça aussi, c'est le reflet d'un positionnement politique historique assez ancien qui, comme tout ce qu'on fait en France en politique, on revient toujours au général de Gaulle, sa fameuse politique de non-alignement entre les deux blocs, qui a permis aussi de commencer le vol habité en France en coopérant avec l'Union soviétique, à une époque où personne ne songeait à coopérer avec l'Union soviétique. Donc ça, c'est lié aux spécificités aussi nationales. Et puis, donc je disais, il y a des contraintes dans la coopération qui sont liées je dirais, à la nature et à la structure du système. Il y a aussi des contraintes qui sont liées aux intérêts propres de chaque État. J'ai donné le cas de la France, qui est un exemple plutôt positif, parce qu'on coopère alors quasiment avec tout le monde. Je vous rassure, on n'a pas de coopération avec la Corée du Nord ou l'Iran, mais pour autant, on a quand même un portfolio d'États avec lesquels on coopère qui est assez large. Mais ça peut aussi avoir un impact négatif. Et là, l'exemple récent des évolutions de la politique spatiale américaine est assez marquant. Parce qu'on voit bien que les États-Unis, qui étaient jusqu'ici un partenaire structurant, ont commencé à revoir assez profondément leur coopération sur la base de leurs intérêts nationaux propres. Donc, par exemple, tout ce qui touche de près ou de loin à la surveillance du climat n'est plus vraiment en ordre de sainteté à la NASA, pour des raisons que vous comprendrez assez aisément. De la même manière, la coopération lunaire, qui au départ était une ambition collective internationale, elle a été recentrée avec un récit qui met l'avant sur la compétition avec la Chine. Et donc, ce qui prime maintenant, c'est d'arriver sur la Lune avant les Chinois. C'est pas de refaire l'ISS et d'agglomérer toute une série d'États affinitaires. Si les États affinitaires peuvent contribuer à cet objectif, très bien, du point de vue américain. Et si c'est pas le cas, eh ben, tant pis. Donc, on voit bien que la coopération, elle est quand même encadrée et limitée par un certain nombre de sujets. Avant du coup d'en déduire des axes, ou en tout cas une analyse de la situation européenne et puis des axes d'action européens, peut-être revenir sur 3 sujets de coopération
qui me paraissent structurants, qui sont des sujets globaux, donc par définition transnationaux, et qui s'inscrivent dans ce cadre à la fois de compétition et de coopération, et qui marquent aussi les potentialités et les limites de la coopération. Le premier, c'est le sujet de l'utilisation durable de l'espace. Alors, pas de l'utilisation durable au sens philosophique, mais de manière extrêmement concrète. Vous le savez tous, les orbites, et en particulier l'orbite basse, sont encombrées, et l'orbite basse est très encombrée. Et donc, ça nécessite, à minima, de définir un certain nombre de règles de fonctionnement, de règles de code de conduite, quasiment, code de la route, et de règles qui soient dans l'intérêt de chacun. Puisqu'on voit bien qu'avec l'encombrement des orbites basses, si d'aventure il y a une collision entre deux satellites, eh ben, ça a un effet multiplicateur, puisque la création de débris, elle a un impact sur tous les autres satellites qui sont sur les mêmes orbites. Et on l'a vu notamment quand il y a eu les tests anti-satellites, en particulier chinois et indiens dans une certaine mesure, qui ont été menés. Ça a eu des conséquences assez catastrophiques sur l'encombrement de l'orbite. Donc voilà typiquement un sujet qui est dans l'intérêt de tous, mais sur lequel on n'avance pas. Et pourquoi on n'avance pas ? Parce qu'on se heurte évidemment à des considérations nationales, puisque définir des règles de conduite, ça veut dire savoir ce qui se passe en orbite, comprendre ce qui se passe en orbite, comprendre, savoir précisément ce qui se passe en orbite pour pouvoir, par exemple, mener des manœuvres d'évitement, c'est disposer de capacités qu'on appelle de capacités SSA ou SST, c'est-à-dire des capacités de tracking et d'observation de ce qui se passe en orbite basse, qui ont évidemment des implications de défense et des implications militaires extrêmement marquées. Et donc, on a typiquement un dilemme où l'intérêt collectif voudrait qu'on coopère, mais les intérêts particuliers empêchent de le faire. Et donc, comment on essaie de résoudre ce dilemme ? En utilisant les institutions très imparfaites, je l'ai dit au début, qui existent, notamment dans le cadre onusien, en poussant, et la France est à l'instigation, est l'un des principaux États à l'instigation de cette initiative, en poussant à l'ONU pour une initiative qui mettrait en place un système de SSA, de coordination à la limite de SSA et de SST au niveau global, en prenant compte bien évidemment des considérations de sécurité. Donc je n'entre pas dans les détails techniques, mais l'idée c'est que chacun puisse avoir accès à une information qui soit utile, qui lui permette des manœuvres d'évitement et qui permettent de maintenir ces satellites dans une relative sécurité, notamment en orbite basse. Donc ça, c'est le premier sujet, l'utilisation durable de l'orbite. Le deuxième sujet, c'est le climat. Sujet transnational par définition, sujet qui était consensuel jusqu'à peu, qu'il devient de moins en moins. Et vous voyez à qui je veux faire allusion ici. Mais là encore, sujet qui est dans l'intérêt commun, global. On a besoin de l'outil spatial pour comprendre le changement climatique. On a besoin de l'outil spatial pour avoir des séries longues de données dans le temps, sur toute une série de marqueurs. On a besoin d'avoir ce qu'on appelle les variables essentielles du climat, mesurées en particulier depuis l'espace. Là encore, la France, au passage, a été une pionnière, notamment dans l'altimétrie, pour mesurer le niveau des océans et des eaux. Coopération qu'on a d'ailleurs lancée de longue date avec nos amis américains, dont on espère qu'elle se poursuivra malgré les vicissitudes actuelles, mais dont on voit bien que, là encore, c'est une illustration assez typique de ce qu'est la politique internationale aujourd'hui. C'est un sujet global, et on le voit bien quand on approche des fameuses conférences COP sur le climat, que tout le monde est d'accord pour dire qu'on a un sujet et qu'il faut le régler, mais qu'on se heurte à des intérêts nationaux qui font qu'on a du mal à trouver des solutions. Et très concrètement, le spatial, c'est un outil qui peut permettre de mieux comprendre le changement climatique, qui peut permettre de lutter contre le changement climatique, enfin non pas de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre en tant que telles, mais en tout cas d'identifier par exemple les puits de gaz à effet de serre, en particulier de CO2 et de méthane. Mais on voit bien qu'en utilisant cet outil de manière extrêmement précise, on risque aussi de recréer de nouvelles tensions. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, telles quelles, enfin les chiffres qu'on voit, sont basés sur des estimations statistiques et sont déclaratoires. Notamment dans la COP, chaque État dit ben voilà, moi j'ai tant de tonnes de CO2 cette année, et c'est sur cette base-là qu'on fixe des objectifs. Avec l'apparition de satellites qui permettront de mesurer très précisément les flux, notamment de CO2, on pourra être beaucoup plus précis, beaucoup plus objectif. Mais on pourra aussi faire du naming and shaming. On pourra passer au-dessus de tel ou tel pays en disant non, les chiffres que vous donnez sont faux. Nous, on voit
avec nos satellites qu'en fait, vous ne respectez pas vos engagements au titre des accords de Paris. Et donc, évidemment, ça posera encore des difficultés dans la mise en œuvre. Et on est là dans la tension extrêmement classique que j'ai décrite entre l'intérêt global d'une coopération et puis les intérêts étatiques spécifiques qui s'y opposent. Et le dernier point, pour aller rapidement, c'est l'exploration, notamment l'exploration lunaire et martienne. J'en ai déjà un petit peu parlé, avec là aussi une prise de conscience, ou en tout cas un relatif consensus sur le fait que l'exploration doit se faire au profit de l'humanité tout entière. Et d'ailleurs, ça a été sanctuarisé dans les différents textes de droit international sur le spatial. Et les intérêts nationaux, qui peuvent parfois être des intérêts économiques aussi, je pense notamment à l'exploitation des ressources lunaires, qui viennent mettre, disons, des petits coups de canif dans ce contrat global. Alors, une fois qu'on a décrit ce paysage absolument apocalyptique dans lequel on va tous mourir à plus ou moins brève échéance, la question qui se pose, c'est que fait l'Europe? Où est l'Europe? Quelle perspective pour l'Europe? Alors, j'ai intitulé ce chapitre sur l'Europe, l'Europe spatiale en recomposition, parce que l'Europe, dans ce monde-là que je viens de décrire, a un positionnement fragile. Elle a un positionnement fragile et elle a pris conscience de son positionnement fragile récemment à deux titres. D'abord, elle a un positionnement fragile parce qu'il y a un volet, je dirais, externe ou extérieur. Elle a subi un certain nombre de chocs stratégiques ces dernières années absolument majeurs. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, qui a été un choc stratégique absolument majeur. Il y a les incertitudes sur le partenariat transatlantique, et je le dis de manière extrêmement policée, qui est aussi un choc stratégique majeur. Les deux sont évidemment liés, qui font que l'Europe a pris conscience qu'elle ne pouvait plus s'en remettre à des dépendances extérieures, et qu'elle devait prendre son destin en main. En tout cas, dans la prise de conscience politique, le concept d'autonomie stratégique européenne commence à prendre de l'épaisseur. Et là aussi, le concept d'autonomie stratégique européenne qui est plutôt un concept français, et je dirais même plus précisément un concept gaullien. Alors, une fois de plus, on y revient toujours. Et ça, c'est un sujet alors qui est très français, et nous, avec notre arrogance légendaire, on avait évidemment compris, vu, analysé ça avant tout le monde. Oui, dans une certaine mesure, parce que c'est aussi le résultat de notre histoire. On a toujours une posture très très ancrée sur l'autonomie stratégique, sans forcément toujours s'en donner les moyens, mais ça c'est un autre débat. Et typiquement, et ça je l'ai vu aussi parce que j'ai été en poste à Bruxelles, par exemple, j'ai expérimenté cette prise de conscience au niveau européen, qui n'existait pas du tout il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 10 ans ou 15 ans, quand vous parliez d'autonomie stratégique à nos partenaires européens, quand vous parliez d'autonomie stratégique à la Commission européenne, ils vous regardaient avec des yeux de merlan frit en vous disant « Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le concept. » Parce que le spatial, finalement, c'est un secteur économique comme un autre, donc marché unique, donc libéralisation, et l'autonomie stratégique, c'est une vieille lune, et c'est un sujet totalement dépassé qui va nuire à notre compétitivité. Voilà, ça c'était schématiquement le discours. Aujourd'hui, on voit bien que le discours a changé. Et là encore, le spatial n'est que le reflet des dynamiques terrestres qu'on connaît. Ce n'est pas le spatial tout seul avec ses petits bras qui a eu sa prise de conscience. On voit bien que ce qui a provoqué cette prise de conscience, ce sont des événements de politique internationale, ce sont des événements de politique nationale au sein des États membres de l'Union européenne et de l'ESA, qui font que cette prise de conscience en matière d'autonomie stratégique, elle a cru au cours des dernières années. Il y a aussi une prise de conscience des limites internes. Et là, je vous ai mis la couverture de ce qu'on appelle le rapport Draghi. Donc Mario Draghi, ancien président de la BCE, qui a publié un rapport il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, sur en gros la compétitivité européenne. Et il a dressé un portrait au vitriol de notre continent, en pointant toutes les faiblesses, avec un volet espace dans ce rapport-là assez étoffé, qui pointait toutes les insuffisances du spatial européen. Financement insuffisant, manque de coordination entre les investissements des États membres, investissement public nettement insuffisant en R&D par rapport à nos compétiteurs,
accès limité au financement et au marché public pour les entreprises du secteur, modèle de gouvernance complexe et fragmenté, coordination limitée entre le spatial et la défense, forte dépendance à l'égard des pays tiers. Donc, vous lisez le rapport Draghi, le constat est à la fois implacable et en même temps extrêmement étayé, extrêmement objectif sur le spatial européen. Donc, prise de conscience. Alors là, je vous ai mis aussi une illustration. Je parlais disons, des tensions externes. Vous avez évidemment aussi un décrochage budgétaire qui est assez marqué. Vous avez une représentation là, visuelle qui est proposée par Novaspace des budgets spatiaux. Et vous voyez bien que l'Europe est à la fois fragmentée et même en agglomérant tous les montants, assez loin encore des États-Unis et même de la Chine et du Japon. Et le Japon, c'est un exemple assez marquant. Il y a quelques années, le Japon avait un budget spatial qui était à peu près équivalent à celui du budget spatial de la France. Et quand je dis il y a quelques années, c'est il y a 6-7 ans. Et pendant longtemps, on a eu une évolution qui était finalement linéaire, assez similaire entre les deux puissances spatiales. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'est un pays qui a une structure assez proche de la nôtre. Ils ont une agence spatiale qui a une compétence technique comme le CNES. Ils ont une industrie spatiale qui est assez mature comme en France. Ils savent à peu près tout faire, des lanceurs aux satellites applicatifs, de l'observation de la Terre à la nave, en passant par les télécoms, comme nous. Et ils avaient un budget qui était similaire. Et là, ces dernières années, ils ont augmenté de manière significative. J'ai plus les chiffres, mais c'est des augmentations de plus de 100% au cours des dernières années. Parce qu'ils ont compris, eux aussi, qu'ils vivaient dans un monde compétitif et qu'ils avaient besoin de ne pas perdre leur autonomie stratégique à eux. Donc, prise de conscience en Europe du positionnement quand même assez fragile. Et ça s'est traduit... Attention, roulement de tambour. Ça s'est traduit par une page qui ne s'affiche pas. Voilà. Par ce que j'appelle un frémissement dans l'action. Alors voilà, vous avez compris, je ne suis pas quelqu'un de nature particulièrement optimiste. Donc j'utilise le mot frémissement parce que on est quand même encore loin des actions structurantes qui seraient nécessaires pour, disons, vraiment relever le défi international posé par le monde dans lequel on vit. Frémissement dans l'action tout de même, d'abord sur le plan budgétaire, avec la conférence ministérielle de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui est l'organisation intergouvernementale qui pilote la plupart des projets spatiaux européens et qui s'est tenue cette conférence en Allemagne, à Brême, en novembre dernier. Là, vous avez une photo d'illustration qui est la salle de conférence dans laquelle s'est tenue cette conférence. Et cette ministérielle, elle a abouti à un chiffre de souscription record. 22,3 milliards d'euros souscrits par les États membres de l'ESA pour les 3 prochaines années. Chiffre record à plusieurs titres. D'abord, c'est le plus haut chiffre absolu qui ait jamais été souscrit à une ministérielle. Les ministérielles ont lieu tous les 3 ans. Et alors, schématiquement, tous les 3 ans, on souscrit pour préparer les programmes des 3 années à venir, mais aussi beaucoup plus loin, parce que la plupart des projets spatiaux, évidemment, ont des durées de vie beaucoup plus longues que 3 ans. Mais en tout cas, on n'a jamais eu un montant aussi élevé. On n'a jamais eu une augmentation aussi forte par rapport à la ministérielle précédente, à la fois collectivement et individuellement. Et là, vous avez certains États membres qui, évidemment, ont particulièrement été mis en lumière. Je pense notamment à nos amis allemands, qui ont une contribution de plus de 5 milliards d'euros, alors qu'ils étaient à 3,5 milliards à la dernière ministérielle. Mais il y a d'autres États, comme par exemple la Pologne, comme l'Espagne, comme la Hongrie, comme le Danemark, qui ont augmenté de manière très substantielle leur contribution, parce qu'ils ont compris que le spatial, c'était un domaine stratégique, parce qu'ils ont compris que la position européenne était en danger. Donc il y a un début de sursaut. Et puis c'est une contribution qui était historique parce qu'elle a quasiment atteint le niveau de souscription qui était demandé par l'exécutif de l'agence, par le directeur général, ce qui là aussi n'arrive quasiment jamais. Parce que traditionnellement, il y a toujours un petit jeu avec le directeur général qui demande 200, les États membres au début qui lui disent on va te donner 100 et puis on top à 150. Là non, il avait demandé 22,5 milliards, on lui a donné 22,3. Donc ça prouve qu'il y a eu une prise de conscience. Et non seulement il y a une prise de conscience sur le plan budgétaire, qui est un bon début, parce que ça permet de faire des choses, mais on a quand même consolidé un certain nombre de points forts européens, parce que paradoxalement, l'Europe a énormément d'atouts, énormément de points forts. L'accès autonome à l'espace, fondé sur toute la lignée des lanceurs Ariane depuis 30 ou 40 ans,
a été consolidé. Vous avez vu que le premier vol d'Ariane 6 en version lourde, Ariane 64, a eu lieu il y a quelques jours. Tous les vols d'ailleurs d'Ariane 6 ont été des succès depuis le vol inaugural, ce qui est assez exceptionnel. Je ne suis pas certain qu'il y ait des exemples de nouveaux lanceurs qui réussissent leurs 4 ou 5 vols inauguraux. Avec aussi des souscriptions qui ont été centrées sur des thématiques liées à la souveraineté. Des sujets comme Iris-Carré, dont vous avez certainement entendu parler, des sujets comme l'EOPNT, qui sont des systèmes de navigation, enfin des compléments au système Galileo en orbite basse, qui permettent notamment de prendre en compte les risques accrus de brouillage, d'interruption du signal, et donc de renforcer la résilience d'un système, y compris dans une optique de défense et militaire. Avec un programme dit ERS qui va permettre de développer une composante sécurité-défense à Copernicus, qui est une grande constellation d'observation de la Terre. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été faites, qui ont été amorcées à cette conférence ministérielle avec l'argent qui a été souscrit. De la même manière, on prépare aussi ce qu'on appelle les prochaines perspectives financières pluriannuelles de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne a un budget sur 7 ans. Le prochain budget courra de 2028 à 2034. Et là aussi, pour vous donner un ordre de grandeur, on a aujourd'hui un budget spatial global en agglomérant toutes les lignes et tous les ajouts qui ont été ajoutés d'ailleurs au cours des années. On a à peu près 18 à 19 milliards d'euros sur 7 ans dans la période actuelle. Et l'objectif pour le prochain cadre financier pluriannuel, c'est à minima de doubler. C'est-à-dire 40 milliards, c'est un plancher à la fois pour la Commission et pour un certain nombre d'États membres. Avec une possibilité d'augmenter encore le budget. Et là aussi, pour investir sur des infrastructures qui sont absolument critiques pour l'autonomie stratégique européenne. Galileo, Copernicus, Iris-Carré, GovSatcom, la SST que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, on a aussi des augmentations d'ambition budgétaire au niveau des États membres, au niveau national. Donc, il y a les 3 échelons, l'ESA, l'Union européenne et au niveau national. Alors, la France reste le premier contributeur et le plus gros budget spatial national en Europe, malgré nos difficultés budgétaires actuelles que vous connaissez bien. Donc, on a réussi à sanctuariser d'une certaine manière une part du budget spatial, ce qui montre bien que le sujet est considéré comme étant stratégique aussi par nos autorités. J'ai évoqué tous les autres États membres qui ont monté leur contribution. L'exemple le plus frappant, c'est évidemment l'Allemagne. Au-delà de leur contribution à l'Agence spatiale européenne, ils ont fait des annonces aussi de contributions assez immenses dans le spatial de défense. Le ministre allemand de la Défense, Pistorius, a annoncé il y a quelques mois un montant de 35 milliards d'euros qui serait investi dans le spatial de défense au cours des prochaines années, ce qui sont des montants absolument colossaux. Donc on voit bien qu'il y a quand même une prise de conscience en Europe et donc ce que j'appelle un frémissement dans l'action. Avec quand même un paradoxe, parce que l'Europe, c'est quand même le continent des paradoxes. Et le paradoxe, c'est que cette prise de conscience de l'autonomie stratégique, on a du mal à la traduire dans les faits. On a du mal à disons, marquer l'essai. Pourquoi ? Parce que on voit qu'on a des débats extrêmement compliqués sur des sujets très concrets, comme la préférence européenne, par exemple. Le fait de se dire, si on veut sauvegarder notre autonomie stratégique, il faut qu'on puisse ancrer la préférence européenne pour l'utilisation des lanceurs, c'est-à-dire toutes les charges utiles institutionnelles européennes doivent être lancées sur des lanceurs européens. Il faut qu'on puisse ancrer la préférence européenne quand on développe des infrastructures critiques. Pour faire Iris-Carré, qui sera une infrastructure critique, on s'appuie sur des industriels, des composants européens, dans la mesure du possible, parce qu'on a quelques dépendances, mais dans la mesure du possible. Et on voit bien que cette vision-là, finalement, dans les faits, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et c'est un euphémisme. Et en fait, on a des grandes déclarations sur l'autonomie stratégique européenne, mais on a beaucoup de mal à les mettre en œuvre parce que certains États membres, beaucoup même, continuent, par exemple, à s'approvisionner auprès des Américains, continuent à vouloir maintenir des liens privilégiés, alors particulièrement avec les Américains, mais pas seulement, avec Starlink, avec SpaceX. Et donc, c'est une forme de paradoxe, là encore, qu'on a du mal à surmonter et que nous, on voit avec notre prisme très, très gaulien, très français, qu'on a du mal à comprendre. Mais il faut comprendre que pour certains de nos partenaires, certes, l'autonomie stratégique, c'est important, mais le spatial, c'est aussi un marché, c'est aussi une industrie, c'est aussi des intérêts nationaux. Et donc, l'autonomie stratégique, parfois, passe au second plan.
Et pourquoi c'est difficile ? Parce que l'Europe a quand même encore des difficultés structurelles assez fondamentales qui grèvent le continent. La première difficulté, c'est une gouvernance extrêmement complexe du spatial. Et là encore, reflet de ce qu'est l'Europe, je dirais, terrestre. C'est pas, le spatial ne dénote pas par rapport à ce qu'est l'Europe politique, à la manière dont l'Europe politique s'est construite au cours des 70 dernières années. Gouvernance concrète, parce qu'on a 3 niveaux de gouvernance. Je l'ai évoqué, on a l'ESA, qui est une agence intergouvernementale, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne. On a l'Union européenne, qui est montée en puissance dans le spatial, qui a des programmes structurants, Galileo, Copernicus, GovSatcom notamment. Et on a les États membres, qui sont, pour la majorité d'entre eux, membres des 2 organisations, mais pas tous. On a des États membres de l'ESA qui ne sont pas à l'UE et inversement. Et donc, évidemment, ça complique assez nettement la coordination de l'ensemble, parce que les 2 organisations ne sont pas de même nature. Une organisation intergouvernementale d'un côté, l'Union européenne, qui est une espèce je dirais, d'animal mythique et unique dans la politique internationale, qui est un mélange d'intergouvernemental et de supranational. Des règles de politique industrielle différentes, compétition à l'Union européenne, retour industriel, retour géographique, à l'ESA. Des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Pour l'Union européenne, l'objectif, c'est d'utiliser le spatial au service de ses politiques publiques sectorielles. Pour l'ESA, c'est de développer des infrastructures spatiales, d'être une agence de R&D. Et puis, des modes de financement qui ne sont pas les mêmes non plus. À l'ESA, financement direct des États membres, dans le cadre des fameuses conférences ministérielles. Et à l'Union européenne, le spatial, c'est une ligne du budget de l'Union européenne, alors évidemment qui est abondé par les États membres, mais qui se discute de manière globale au début de chaque cadre financier pluriannuel. Et donc le spatial est aussi une variable d'ajustement budgétaire, il faut bien le dire, dans ces discussions-là. Donc, gouvernance complexe qui fait qu'on a du mal à ne pas dupliquer ce qu'on fait, on a du mal à coordonner les acteurs entre eux, on a du mal à avoir une ligne de commandement claire en disant voilà ce que l'Europe spatiale devrait faire, voilà les objectifs structurels et structurants, voilà la manière de les mettre en œuvre, et voilà les acteurs qui les mettront en œuvre. Ça, c'est une vision très idéalisée de la politique spatiale européenne qui n'existe pas. On a un paysage industriel qui, là encore, est le reflet des dissensions, difficultés et des dynamiques de coopération et de compétition qu'on connaît en matière de politique terrestre. D'un côté, des dynamiques d'intégration européenne, avec historiquement la création de, disons, champions européens, forte dominante française, il faut bien le dire, quand on pense à Airbus ou Thales, c'est quand même des champions européens à forte dominance française, avec la question du rapprochement qui se pose aussi entre les deux, et en même temps des dynamiques très très nationales, avec le développement de champions nationaux portés par une volonté politique nationale. Ça a été le cas en Allemagne avec l'industriel OHB, c'est le cas en Espagne maintenant avec l'industriel GMV, c'est le cas d'un tout un tas d'autres États membres qui veulent développer leurs écosystèmes nationaux et donc leurs champions nationaux. Et il est évident qu'une agglomération et une juxtaposition d'intérêts nationaux ne fera jamais un intérêt européen, en tout cas pas spontanément. Et donc c'est la difficulté politique qu'on a du fait de la gouvernance complexe, elle se retrouve aussi et elle se traduit aussi dans les dynamiques industrielles. Et donc en cela, si vous voulez, l'Europe, là aussi, je ne vais pas vous faire un cours sur la construction européenne, mais le spatial en Europe, c'est de manière très classique le reflet de toutes les tensions, de toutes les dynamiques, de toutes les problématiques qu'on connaît dans la construction européenne au sens plus large. Mais enfin, la conclusion de tout ça, c'est qu'on est quand même à une période qui est absolument critique parce que c'est un moment charnière. Pourquoi c'est un moment charnière ? Parce que toutes les dynamiques que je vous ai décrites, elles existent depuis longtemps, à la fois au niveau international et au niveau européen. Au niveau international, c'est pour ça que j'ai commencé par un petit cours d'histoire, en tout cas une vision de la guerre froide sous l'angle politique. La coopération, la compétition, la puissance, oui, ça existe depuis longtemps. Au niveau européen, les difficultés de gouvernance, la tension entre les intérêts nationaux et l'intérêt européen, le processus décisionnel qui est assez lent mais qui permet de manière parfois miraculeuse de faire émerger un intérêt européen commun, il existe depuis les débuts de la construction européenne. Donc tout ça n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la vitesse et l'accélération de ces dynamiques. L'accélération
des avancées techniques, l'accélération des avancées industrielles et commerciales, l'accélération de l'augmentation des budgets, l'accélération des dynamiques de militarisation. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et donc, l'Europe, en fait, a pu se maintenir de manière assez surprenante pendant toutes ces années parce qu'elle avait des budgets qui étaient nettement inférieurs à ceux des autres, mais elle faisait des choses assez exceptionnelles avec le budget qu'elle avait. Mais le différentiel n'était pas si énorme que ça, parce que les courbes ne se séparaient pas de manière aussi brutale. Là, depuis 4-5 ans, on voit bien que les courbes se séparent et divergent de manière assez radicale. Donc, on est vraiment à un point de rupture, et la seule manière pour l'Europe de relever ce défi-là, c'est déjà de nommer le mal, ça on est en train de le faire, et ensuite d'agir concrètement. Et ça passe principalement d'abord par des budgets et ensuite par des ambitions programmatiques et politiques communes et conjointes. Et ça, si on n'arrive pas à relever ces deux défis-là, alors je ne dis pas qu'on va mourir dans l'anonymat, mais enfin, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, j'en terminerai peut-être par là, sur une note finalement pessimiste, comme toute cette présentation, pour dire que l'Europe, paradoxalement, a tous les atouts pour être une puissance spatiale. On a le sentiment qu'elle ne croit pas à son propre destin. Et ça, je pense que c'est aussi une constante de l'histoire de l'Europe politique. C'est un continent plein de ressources à tout point de vue, historique, culturel, industriel, scientifique, tout ce que vous voulez, mais qui a du mal à croire en son propre destin et qui a du mal aussi à se concevoir comme une puissance. Et qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde où la puissance, c'est l'unité de base. Voilà, je m'arrêterai là. Et je prends vos questions. Bon, bonne soirée. Merci bien, Christophe. Ça marche, ça? Non, peut-être pas. Merci. On en parle là. Bon, voilà. Allez. Merci bien, Christophe, pour ce panorama très intéressant donc, sur l'espace en Europe. Maintenant, le temps est aux questions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes là qui tiennent les micros? Attendez, on attend les micros peut-être. Richard, François? Oui. Ah, ça y est, ça arrive. Alors, il y a des micros là, donc, sur le côté. Qui c'est qui aurait une question à poser? Là devant, là. Non, il arrive le micro. Je vous remercie. Vous avez articulé l'argumentaire autour de la défense, beaucoup, mais finalement, il y a d'autres arguments au spatial. Il y a des enjeux météorologiques, écologiques, scientifiques. Oui. Non, bien sûr qu'il y a d'autres enjeux. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres enjeux. Il y a des enjeux scientifiques, principalement. On fait des missions spatiales scientifiques qui sont absolument extraordinaires. Je pense l'avoir illustré aussi dans les domaines de coopération. Mon point, c'est simplement de dire que dans le système international, indépendamment des questions spatiales, finalement, la première des nécessités ou le premier des besoins pour les États, c'est d'assurer leur sécurité. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'ils n'ont pas d'autres intérêts. Mais si on n'assure pas la sécurité, si un État n'assure pas sa sécurité, en fait, il ne peut pas mener de politique scientifique, sociale, de cohésion, toutes les politiques sectorielles que vous connaissez. Et dans le spatial, c'est pareil, en fait. Et donc, le spatial est un outil au service de ces politiques sectorielles, mais tout découle quand même de notre capacité à garder justement cette autonomie d'action dans l'espace. Et pour garder cette autonomie d'action dans l'espace, le point de départ de la réflexion, c'est de considérer les infrastructures spatiales
notamment les satellites d'observation, de télécommunication, de navigation, qui sont utilisés pour plein d'applications civiles, de considérer ces satellites-là comme des infrastructures critiques qui sont potentiellement des cibles. Alors il ne faut pas être paranoïaque, on n'est pas à l'aube d'une guerre dans l'espace, enfin j'espère, mais c'est ça mon point. Donc évidemment que le spatial, c'est pas que de la défense et qu'on fait plein d'autres choses avec le spatial, mais c'est le point de départ. Merci beaucoup pour la présentation. Vous avez fini votre discours par parler de l'accélération des budgets européens. Est-ce que justement cette accélération, si elle est mal gérée, peut créer de plus en plus de fractures et plus de compétitivité à l'intérieur de l'Union européenne? Comment on pourrait arriver à gérer ça correctement? C'est la question à 100 euros. C'est exactement ça la question. C'est-à-dire qu'une accumulation de budget, si elle n'est pas mise au service d'ambitions cohérentes, elle ne sert strictement à rien. Et on voit bien que malheureusement, les tendances récentes, c'est plutôt des tendances centrifuges, c'est-à-dire des tendances à la renationalisation. On le voit avec l'émergence de projets nationaux. Alors, je vous donne des exemples. Il y a Iris-Carré, qui est la constellation européenne de connectivité, mais on a en parallèle nos amis allemands, nos amis italiens qui lancent leur propre constellation nationale. D'autres États membres qui, par le biais de l'ESA, veulent développer aussi alors, des constellations moins ambitieuses, mais des constellations aussi. Donc, si on n'arrive pas à définir la manière dont tout ça va s'imbriquer, pour que ce soit complémentaire, on court au désastre. Et c'est le cœur de la difficulté de la politique spatiale européenne, d'arriver à trouver cet intérêt européen supérieur. Et la difficulté, c'est que souvent, jusqu'ici, c'est un petit peu les budgets qui ont primé. C'est-à-dire celui qui avait le plus d'argent, il imposait sa volonté. Et ça, c'est pas une manière extrêmement rationnelle de faire. Mais on a du mal à sortir des logiques d'intérêts nationaux. Et ça, alors j'ai pas de solution miracle, mais je pense que c'est le vrai aussi dans tous les autres domaines politiques l'Union européenne. Quand vous regardez tous les débats qu'on a sur la PAC, sur le Mercosur, sur toutes les politiques sectorielles de l'Union européenne, on se heurte toujours à cette confrontation centrale. En règle générale, la manière dont on le règle, c'est pas un processus didactique de négociation, de discussion, de compromis qui permet, comme je le disais, souvent assez miraculeusement, et ça je l'ai vécu à Bruxelles, d'aboutir à quelque chose qui ressemble quand même à l'intérêt européen. Là, la difficulté, c'est qu'on manque de temps. Et ça prend du temps. Enfin, typiquement, c'est le processus, notamment législatif européen, qui est très très long, mais qui est long pour de bonnes raisons. Il n'est pas long parce qu'on est nul, il est long parce qu'on est 27 et que réussir à faire émerger quelque chose de 27 voix parfois discordantes, c'est pas simple et ça prend du temps. Et ça, c'est une donnée structurelle qu'on a en Europe et qu'on ne changera pas. Oui, merci beaucoup pour ce panorama global, cette géopolitique très critique actuellement. Vous avez parlé de l'expansion dans différents pays. Donc la ministérielle, c'est un bon succès globalement parlant. Que pensez-vous du budget français associé à la fois à l'Europe, disons ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, et malgré le plan stratégique spatial français qui est sorti il y a quelques mois, et les budgets, je dirais, souscrits pour la ministérielle, que la France est quand même en contre-courant, en relatif par rapport à d'autres pays européens, et voire bien sûr d'autres pays comme le Japon, comme vous l'avez très bien exprimé juste avant? À contre-courant, je ne sais pas, ça dépend ce que vous entendez par là. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a toujours eu à cœur d'abord d'inscrire notre politique nationale dans un contexte européen. C'est-à-dire qu'on a compris assez rapidement qu'une politique strictement nationale, d'autonomie stratégique nationale, n'avait pas de sens. Et ça me semble être un postulat à la fois raisonnable et pertinent. Et on a toujours eu à cœur de maintenir un équilibre entre l'effort budgétaire et programmatique qu'on mettait au niveau européen, en particulier à l'ESA, et l'effort qu'on mettait au niveau national. Parce qu'on a quand même quelques spécificités, notamment dans l'accès à l'espace, avec des liens aussi avec la dissuasion qui sont évidents. On a des programmes liés à la défense que n'ont pas nos partenaires. Donc on a besoin d'avoir quand même une dimension nationale importante.
Là où effectivement on est peut-être un petit peu différent de nos partenaires, c'est que d'une part on a cette dimension sécurité-défense depuis longtemps. Ça, je pense que cette différence-là, elle va s'estomper assez vite les prochaines années, parce qu'on voit bien que l'augmentation des budgets, notamment en Allemagne, en Italie et dans d'autres pays, vise aussi à développer ces compétences-là. Pardon. L'autre différence qu'on a aussi, c'est qu'on a une industrie qui est la plus importante, la plus avancée d'Europe, mais qui est surtout une industrie qui est en compétition sur les marchés internationaux. Ce qui n'est quasiment pas le cas de tous les autres industriels européens. Parce qu'en fait, la majorité des industriels européens vivent plutôt de contrats institutionnels. Et donc, c'est sûr qu'on est assez rapidement en porte-à-faux quand on parle de compétitivité globale, parce que nous, nos industriels sont concernés au premier chef, ce qui n'est pas forcément le cas des autres industriels européens qui vivent plutôt des contrats de l'ESA et de l'Union européenne. Donc, c'est vrai qu'on a une position singulière, parce qu'on a été les premiers, parce qu'on a le plus gros budget, parce qu'on a la plus grosse industrie, et que ça nous a parfois mis en difficulté parce que d'abord on avait des intérêts qui n'étaient pas toujours convergents avec ceux de nos petits camarades, et ensuite parce qu'on a souvent été accusés, comme tous les leaders, d'être arrogants, donneurs de leçons. Enfin, il se trouve qu'on a eu raison sur pas mal de sujets, tout à fait objectivement. Mais là aussi, je pense que cette caractéristique-là, elle va s'estomper. On voit bien qu'avec l'augmentation notamment des ambitions de l'Allemagne et de l'Italie, on ne sera plus totalement seul dans cette posture-là. Donc après, à nous de trouver aussi un moyen de conserver une forme d'influence, de faire valoir nos idées, parce qu'une fois de plus, c'est pas juste, enfin en tout cas, j'ai peut-être une vision un peu idéalisée de la manière dont on conçoit notre politique spatiale, mais il y a évidemment des questions d'intérêt, intérêt industriel, intérêt de défense, internationaux, évidemment. Mais pour autant, je pense qu'on est quand même l'un des rares pays en Europe capables d'articuler une ambition et une vision européenne qui dépasse justement ces strictes visions nationales. Le paradoxe, c'est que souvent, on développe cette vision-là. Alors, j'ai donné un exemple très, très concret, très marquant avec l'autonomie stratégique. Clairement, c'est un sujet français qu'on porte à Bruxelles depuis 15 ans, qui aujourd'hui porte ses fruits. Mais le paradoxe, c'est qu'on porte ces sujets-là, et ensuite, on se les fait déposséder quand ils sont mûrs, et quand on les porte, on prêche un peu. On a l'impression de prêcher dans le désert. Donc, c'est une posture qui est pas simple. Bonsoir. Oh là, le micro marche. Je sais pas si vous... Bonjour. Oui, merci pour votre présentation. Vous avez parlé de l'augmentation des budgets, vous avez parlé de l'augmentation de la prise de conscience, on va dire, de nos politiques. Mais finalement, quelles sont les solutions? Parce que, au-delà de ça, s'il n'y a pas de mise en place d'une politique, d'un raisonnement, on ne va pas y arriver, comme vous étiez en train de le dire. J'avais cru comprendre qu'il y avait une notion de recentrer l'Europe sur quelques membres fondateurs, les poids lourds, la France, l'Allemagne, éventuellement réassocier l'Angleterre. Est-ce que cette prise de conscience-là ou cette volonté-là est grâce aussi à nos soi-disant amis américains qui nous ont bien montré de quelle façon ils traitaient l'Europe? Est-ce qu'il y a une piste de ce côté-là pour essayer de s'en sortir de ce... on va dire, de ce marasme, pour ne pas dire autre chose? Je pense qu'il y a... Alors, vaste question. Je n'arrête pas de paraphraser le général ce soir. Enfin, vaste question. Je pense qu'il y a deux manières de... Enfin, il y a deux pistes potentielles. La première, c'est celle que vous esquissez. C'est dans la gouvernance d'alléger les processus décisionnels et donc forcément de se recentrer sur des coopérations privilégiées avec certains partenaires. Et ça implique qu'il y ait un alignement stratégique quasi parfait avec les partenaires en question. Et les partenaires, on voit bien qui c'est. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie, c'est le Royaume-Uni, c'est dans une certaine mesure l'Espagne. Et on n'est pas toujours d'accord sur tout avec ces pays-là, en particulier sur le spatial, parce qu'en sous-jacent, il y a aussi des questions de compétition industrielle et de compétition nationale. Donc, en vous disant ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de solution miracle, mais le processus, il est en fait extrêmement itératif. Alors, c'est frustrant, parce que d'un côté, je dis que les cycles de décision et les temps de décision se raccourcissent, et en parallèle, c'est
structurel et inhérent au processus décisionnel européen, il nous faut du temps pour converger. Et donc là, la difficulté, c'est qu'on commence à manquer de temps. Je pense que l'Europe a quand même prouvé sur d'autres sujets qu'elle était capable de réagir vite sur certains sujets. Je prends un exemple qu'on cite souvent, les vaccins au moment du Covid. L'Union européenne a réagi en quelques semaines, parfois quelques jours, sur des sujets qui auraient pris peut-être des mois, voire des années en temps normal, si on était passé par le processus législatif. Donc je pense que la note d'espoir, c'est que la prise de conscience de la criticité de la situation et de la crise dans laquelle on se trouve et qui va s'aggraver peut accélérer ces processus de reconvergence. Voilà. Je n'ai pas de meilleure solution à apporter, mais après, il faut qu'on soit cohérent aussi sur nos ambitions. C'était le deuxième point. C'est-à-dire le premier point, on peut traiter la question de la gouvernance. Le deuxième, c'est une solution, c'est de traiter le sujet par nos ambitions. Jusqu'ici, on a toujours eu l'ambition en Europe d'être une puissance spatiale complète, ou quasi complète. C'est-à-dire on fait tout. On fait des lanceurs, des grands, des petits, on fait de l'observation de la Terre, on fait de l'exploration, on fait du vol habité, on fait tout. Il y a des exemples de puissance spatiale qui se ressentent sur certains sujets, qui assument de faire l'impasse sur certains sujets pour pouvoir mieux concentrer leurs ressources sur d'autres. Est-ce que c'est ça la voie qu'on a envie d'emprunter ? Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas aujourd'hui, mais quand on regarde ce qui se passe autour de nous, certaines puissances ont fait ce choix-là. Avant la prochaine question, est-ce que vous pourriez passer donc l'image sur les crédits photos ? Je m'adresse à la régie là. Voilà, merci. Ah oui, merci, ça m'évitera un séjour à Fresnes. Dans la continuité de la question précédente, la conférence ministérielle est un succès budgétaire, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait tiré toutes les conséquences de la situation géopolitique, parce que les coopérations internationales sont quasiment au point mort. Avec la Russie, elle est au point mort. Avec la Chine, il y a quelques coopérations ponctuelles sur des programmes scientifiques, mais pour le reste, il y en a très peu. Et les États-Unis, on connaît la situation actuelle, on n'est pas regardé comme un partenaire à égalité. Et donc, comment est-ce que vous voyez la suite des coopérations internationales ? Alors, vous dites qu'on fait de l'exploration, oui, mais enfin, l'exploration humaine, on est quand même tributaire des coopérations, puisqu'on n'a pas de lanceurs, ni de stations, ni de choses comme ça, contrairement à la Chine dans pas longtemps. En fait, la difficulté, c'est que l'ESA n'est pas une organisation politique. L'ESA, c'est une agence de R&D qui développe des programmes et des infrastructures de classe mondiale dans l'immense majorité des cas, mais ce n'est pas une organisation politique qui a vocation à dire on doit coopérer avec la Chine ou pas, on doit coopérer avec les États-Unis ou pas. Elle prend acte de la situation internationale. Typiquement sur les États-Unis, ça a été l'une des difficultés ou l'une des questions majeures dans la préparation de la ministérielle. Quelles sont les conséquences programmatiques de la nouvelle orientation de l'administration américaine sur le spatial ? Mais la réponse politique à la question politique n'a jamais été apportée par l'ESA et ne peut pas être apportée par l'ESA. Et c'est pour ça que, alors là, j'en reviens à une vision là encore très française qu'on a, nous, de la gouvernance spatiale européenne, consistant à dire chacun doit être à sa place. C'est-à-dire que l'ESA, qui est une agence de R&D exceptionnelle, doit faire de la R&D et du développement, mais elle ne doit pas se piquer de faire de la politique. Et de la même manière, l'Union européenne et son bras armé, la Commission, elle a une vision politique, elle a une légitimité politique, mais il ne faut pas qu'elle se pique de faire de la gestion de programme ou de la technique ou le boulot des agences techniques. Et donc, de notre point de vue, le niveau de définition de ces ambitions politiques, et en particulier sur les sujets de coopération avec les grandes puissances, ça doit être l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Donc, typiquement le Conseil européen, qui est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Et l'ESA ne peut pas décider à la place des États qu'on va faire ci ou ça avec la Chine ou avec les États-Unis. Et d'ailleurs, le fait, par exemple, que les coopérations avec la Chine, entre la Chine et l'ESA, soient de très faible intensité, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'il n'y a pas d'unanimité au sein des États membres qui ont
la voie, qui sont la voie politique au sein de l'agence, il n'y a pas d'unanimité sur la posture à adopter vis-à-vis de la Chine. Est-ce qu'on doit prendre acte du fait que c'est une puissance spatiale majeure et donc lancer des coopérations avec eux, ou est-ce qu'au contraire, là encore, en lien avec les dynamiques politiques internationales, on doit s'abstenir de coopérer avec un État qui est considéré comme un rival stratégique? Ça, ce n'est pas l'ESA qui peut y répondre. C'est les gouvernements des États membres, notamment dans le cadre européen ou individuellement. Oui, bonsoir, merci pour cette présentation. Ma question est tournée plutôt Europe. Il y a un rapport récemment de la Cour des comptes sur le CDE. On a vu qu'il y avait quelques soucis de précision de mission interne dans les différents niveaux, état-major, DGA, CNES. Moi, ma question est tournée sur quelle serait la mission du CDE dans le cadre d'exercices européens et au niveau Europe. Parce que ça touche la sécurité et la souveraineté française, mais comment s'intègre le CDE dans l'Europe? Alors, c'est une question qu'il faudrait poser au CDE. Je ne veux pas me faire le porte-voix du CDE. Les deux éléments de réponse que je peux vous apporter, c'est qu'il y a un niveau très, très opérationnel dans les coopérations dans le spatial de défense au niveau européen, où le CDE, évidemment, a toute sa place. Il y a notamment un exercice annuel qui est mené dans le spatial de défense qui implique des partenaires européens. Parce que, comme tous les exercices, notamment dans le cadre de l'OTAN, mais pas uniquement, on travaille sur l'interopérabilité et sur des choses qui sont très opérationnelles. Donc là, le CDE est intégré à des contacts réguliers avec ses homologues dans les autres pays. D'ailleurs, beaucoup de pays ont suivi l'exemple. Alors là, c'est pas la France qui a montré la voie, mais enfin, il y a aussi une multiplication de structures similaires à celles du CDE en Allemagne, dans la Bundeswehr, en Italie et dans d'autres pays. Donc le CDE est très bien connecté avec ses homologues sur les aspects opérationnels. Après, il y a une dimension qui est plus politique ou stratégique, qui est la question de savoir quand, comment et dans quelle mesure on fera du spatial de défense au niveau européen. Et là, je retombe sur mon argument générique, qui est de dire ça, c'est un peu le reflet de la manière dont on conçoit les sujets de défense au niveau européen de manière plus globale. On sent qu'il y a une prise de conscience globale, notamment en raison de la guerre en Ukraine, en Europe, de la nécessité d'avoir une action commune, mais on se heurte quand même à des réticences nationales, parce qu'on touche là vraiment au cœur absolu de la souveraineté. Et ça, c'est un problème, un problème ou une dialectique qui est aussi ancienne que la construction européenne. L'échec de la Communauté européenne de défense dans les années 50, c'est ça, c'est cette problématique-là. Ça n'a pas changé depuis. Et donc ça, il me semble que la prise de conscience évolue quand même parce que on commence à mutualiser et à transférer une part de notre souveraineté collectivement à l'Europe sur des sujets de défense. Pour l'instant, plutôt des sujets capacitaires, dans des domaines très variés. L'espace, pas trop, mais ça va peut-être venir dans le prochain cadre financier pluriannuel. Mais on sent que politiquement, le sujet n'est pas encore totalement mûr. Donc je pense qu'il faut faire il y a les deux dimensions. La dimension opérationnelle, où ça se passe plutôt bien, y compris du point de vue du CDE, et puis la dimension politico-stratégique, où c'est encore moins mature. Christophe, merci beaucoup donc, pour cette conférence, tout ce que tu as pu nous apporter, nous informer au niveau du spatial européen et de la stratégie européenne. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci à tous et puis un bonjour à tous les visages connus. Ne partez pas. Deux informations sur notre association Les Amis de la Cité de l'Espace. Voilà. Donc, en résumé, je crois que beaucoup d'entre vous connaissent, mais donc notre association Les Amis de la Cité de l'Espace regroupe beaucoup d'activités. Donc, il y a les conférences, les samedis découvertes, mais il y a aussi l'organisation de concours chaque année. Donc, cette année, c'est le concours photo. Il y a aussi chaque année donc, le Grand Prix des Amis de la Cité d'Espace, des activités pour les jeunes, pour les actions pour les jeunes, les défis solaires aussi que vous connaissez.
Donc voilà, beaucoup d'activités que l'on maintient tout au long de l'année. Les prochaines, nos prochaines interventions, donc le mardi 27 février, donc la conférence donc sur le soleil éclipsé. Cette conférence donc a lieu à la médiathèque, donc associée avec l'Académie de l'air et de l'espace. Le prochain samedi espace, c'est le 28 février, donc ici, sur l'histoire de l'astronomie arabe. Ensuite, donc le jeudi 12 mars, c'est le café espace, donc c'est une nouvelle activité qui a lieu dans un café où donc il y a donc à Pinsaguel. C'est une soirée intéressante dans un café avec une conférence et c'est très convivial. Voilà. Et puis enfin, la prochaine conférence donc sur la météorologie de l'espace qui aura lieu ici, donc conférence avec Lionel Biré. Voilà pour les activités suivantes et encore merci de votre présence à tous. À bientôt.